Les épreuves sportives et orales de l'examen du BEPC 2022 ont démarré ce mardi 12 juillet. Une équipe de la rédaction de Speedline TV est allée faire le constat ce matin au centre de composition du CEG Segbeya à Cotonou. Précision dans ce journal. Nouvel exercice de contrôle de l'action gouvernementale des députés à l'Assemblée nationale du Bénin. C'est à travers les questions orales avec débat relatifs au programme de construction des logements sociaux. 27 ans après le génocide de Srebrenica, des restes humains continuent d'être mis en terre. Le lundi, 50 cercueils ont été inhumés dans le cimetière où reposent déjà 6671 hommes et adolescents abattus en juillet 1995 par les forces serbes de Bosnie. C'est toujours un plaisir d'être des vôtres. Bienvenue à ce journal. Et on démarre avec cette information qui vient de nous parvenir. Joseph Djogbenou n'est plus président de la Cour constitutionnelle du Bénin. Il a déposé sa démission auprès du vice-président de l'institution ce jour mardi 12 juillet 2022. La nouvelle est confirmée par un communiqué du secrétaire général de la Cour qui annonce une passation de charge entre le président démissionnaire et l'actuel vice-président Razaki Moussa Issifou. Pour l'heure, les raisons officielles de cette démission sont inconnues. Ministre de la Justice au début du premier quinquennat de Patrice Talon, Joseph Djogbenou est désigné président de la Cour constitutionnelle en octobre 2018. Il devient ainsi le premier président démissionnaire de l'histoire de cette Cour depuis le renouveau démocratique. Et ce journal se poursuit avec le démarrage ce mardi des épreuves sportives et orales de l'examen du BEPC 2022. Les candidats déclarés admissibles passent depuis ce matin la dernière phase de cet examen. Ils composent les langues vivantes et le sport. Une équipe de la rédaction est allée faire le constat ce matin au centre de composition du CEG Segbeya à Cotonou. Suivez le reportage. Ici, au centre d'examen du CEG Segbeya, ce sont les candidats de la série Modern Cours MC qui planchent pour la journée de ce mardi. À notre arrivée un peu après 10 heures, une vague de candidats est déjà passée devant les examinateurs. Ça a été facile, mais on nous a donné des épreuves, chacun avec son épreuve. Et bon, après, on nous a dit de regarder, de lire, et c'est à eux de nous poser les questions. J'ai fait l'oral, l'anglais. Ça s'est bien passé. Je me suis bien défendue. On m'avait posé des questions sur les nourritures, les catégories de nutriments. J'ai aussi affronté l'épreuve. On m'a demandé comment je m'appelle en anglais, où je viens, où mon papa vient, ma maman. Des trucs faciles. On nous a posé beaucoup de questions et on nous a dit de lire un test en anglais. C'était bien, j'ai aimé. Pendant ce temps, d'autres candidats subissaient les épreuves sportives. Nous n'avons pas accès au terrain de sport où elles se déroulent. Mais une fine pluie commence et les premiers candidats se dévoilent à nous. Les épreuves sportives et orales pour le compte du BEPC 2022 se poursuivent ce mercredi 13 juillet avec les candidats déclarés admissibles dans la série Modèle Long. Avec 20 000 francs CFA, plusieurs ménages pourront bénéficier bientôt au Bénin d'un branchement au réseau électrique, y compris les frais de contrôle des installations intérieures. La nouvelle est tombée ce mercredi 6 juillet 2022 à l'issue de la séance hebdomadaire du Conseil des ministres. Face à cette mesure sociale du gouvernement, des citoyens livrent leurs impressions. Ils sont au micro de Romaric Dossa et Pierre Akapo. C'est d'abord une bonne nouvelle. Essayer de planer les trucs de façon que désormais les populations pourront accéder à l'électricité, déjà l'abonnement à base de 20 000 francs, c'est une bonne chose. Mais c'est quadrillé, c'est bien quadrillé. Les 20 000 francs dont on parle, c'est qu'il y a 10 000 pour la SE et 10 000 pour Controlec. Et ceux qui vont payer les 10 000 francs, il s'agit de qui? C'est ceux qui se trouvent dans les rayons de 40 mètres. Lorsque nous prenons une agglomération,
je parle de 40 mètres par rapport à un poteau électrique. Lorsque nous prenons par exemple une agglomération, combien de personnes se trouveront dans ces rayons de 40 mètres? Il n'y en aura pas beaucoup. C'est vrai, c'est un bon premier pas qui a été fait. On félicite le gouvernement pour ça. Mais il reste beaucoup à faire. 20 000 francs, je crois que ça va que c'est à applaudir et le gouvernement est à féliciter. Maintenant, est-ce que c'est tout le pays ou bien c'est une région bien située? C'est les villages seulement ou c'est la ville aussi? Bon, cette précision aussi manque parce qu'à un moment donné, nous avons vu que le gouvernement est en train de lutter fortement en matière de luminosité pour les villageois. Est-ce que ceci-là, c'est strictement pour les villageois? Nous ne savons pas. Et cette précision aussi serait quand même bienvenue. Mais pour moi, je crois que ça va que la meilleure façon que ça puisse couvrir tout le pays, je crois que ce serait une très bonne chose. Jusque-là, depuis qu'il a pris son mandat, c'est vrai, beaucoup n'avaient pas cru. Mais nous sommes en train d'être convaincus. Et je pense qu'avec ce que je suis en train de voir, on sera davantage convaincus. C'est un monsieur qui est venu développer le pays. C'est vrai, même si c'est un peu dur maintenant, tout va rentrer dans l'ordre. Je le félicite. Nous aurons le courant, c'est le compteur, et nous allons payer maintenant la mensualité ou bien on va payer la consommation. C'est que je loue cette initiative, je félicite ça. Je dis bravo à ça. Ce qui est important, ce qui est capital, fondamental à faire dans ce domaine, c'est diminuer pour moi le coût de l'électricité. Parce que lorsqu'on diminue le coût de l'électricité, l'impact est sur tous les secteurs. Aujourd'hui, ceux qui font des affaires, ceux qui font des business à base de l'électricité, compte tenu du coût élevé de l'électricité, tout est cher. Donc il faudrait que le gouvernement essaie de voir ce côté. C'est un bon premier pas qu'on apprécie, qu'on applaudit, mais l'important qui permettra quand même un soulagement pour le peuple béninois, c'est la diminution du coût de l'électricité. C'est une bonne nouvelle. Félicitations au gouvernement, mais passons à l'acte pour qu'on puisse féliciter davantage. Je me rappelle toujours du salaire, où on a dit on va augmenter les salaires. Ça a été vraiment une pompe sur presque toutes les chaînes. Mais où en sommes-nous aujourd'hui? Où en sommes-nous aujourd'hui? Donc il serait intéressant qu'on puisse nous préciser, ça démarre à tel moment précis pour que les uns et les autres puissent se dire, bon, voilà, c'est la période, ils ont vraiment démarré. Et s'ils démarrent, nous allons revenir encore pour les encourager davantage, pour les féliciter davantage, afin qu'ils puissent mieux faire. C'est un devoir du gouvernement. Je crois que ça fait partie du social dont il a parlé. Mais ça, ce n'est pas encore hautement social. C'est peut-être la poche. C'est déjà bien. Merci, Monsieur le Président. Félicitations et du courage. L'Assemblée nationale s'est adonnée à un nouvel exercice de contrôle de l'action gouvernementale ce 7 juillet 2022. C'est à travers des questions orales avec débats relatifs au programme de construction des logements sociaux et à la récurrence du chavirement des barques transportant des commerçants de Porto Novo vers le Nigeria. 2 questions orales avec débat ont été examinées par les députés. La première relative au programme de construction des logements sociaux et économiques initié par le gouvernement du président Patrice Talon. Elle est l'œuvre de l'honorable Dakwe Soso. 1. Quelle est la répartition par lot et par site de construction du nombre de logements économiques et sociaux prévus dans cet ambitieux programme du gouvernement? 2. Quel est le niveau d'exécution physique et financière de ce programme? 3. Qu'est-ce qui motive la contribution financière apportée par les structures étatiques non bancaires, à savoir la Caisse nationale de sécurité sociale, par exemple? Pour y répondre, le gouvernement a été représenté par le ministre du Cadre de vie et du Développement, José Didier Tonato. La répartition initiale des logements par site se présente comme suit. Site de Ouedo dans la commune d'Abomey-Calavi, 11 500 logements. Porto Novo, 3 000 logements. Semenkoji, 1 000 logements. Parakou, 2 500 logements.
Abomey-Boyikon, ensemble, commune conurbation, 700 logements. Natitengour, 200 logements. Djougou, 200 logements. Kandi, 100 logements. Malanville, 100 logements. Dassazoumé, 100 logements. Lokossa, 100 logements. Aplahoué, y compris Azové, 100 logements. Pobé, 100 logements. Et Huida, la commune de Huida, avec un lot sur Paou pour 300 logements. Des réponses qui ont été suivies de plusieurs préoccupations de diverses natures des députés. La seconde question orale avec débat est relative à la récurrence de chavirements des bacs transportant des commerçants de Porto Novo au Nigeria. Et c'est le ministre des Transports qui a répondu à ces questions. Le gouvernement a-t-il connaissance de ces drames dont sont victimes des commerçants béninois? 2. Quelle est la politique gouvernementale en matière de navigation sur les eaux du Bénin? 3. Que disent les textes de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest sur la libre circulation des personnes et des biens? 4. Quelles solutions le gouvernement envisage-t-il pour que de tels drames ne surviennent? Nous avons effectué des vérifications, Monsieur le Président. Et de cette vérification, il ressort que pour le premier accident, la victime n'était pas en déplacement vers le Nigeria, mais il s'agissait d'un employé, d'un exploitant d'embarcation. Pour les deux autres cas, les vérifications ont révélé effectivement des chavirements sur les voies d'eau nigérianes. La politique gouvernementale en matière de navigation sur les eaux du Bénin consiste en la réglementation, le développement des infrastructures dédiées au transport fluvio-lagunaire et la promotion des services de transport fluvio-lagunaire en vue d'assurer la mobilité des personnes et des biens dans des conditions de sécurité et de sûreté satisfaisantes. Et on reste toujours à l'Assemblée nationale. Jeunesse à l'Assemblée nationale, c'est un slogan qui fait fort ces dernières semaines au sein de l'état-major des différents partis politiques du Bénin. Bon nombre d'observateurs trouvent qu'il est temps de donner une chance à cette couche longtemps marginalisée pour les législatives qui auront lieu en 2023 au Bénin. Jeunesse à l'Assemblée nationale, pour quel défi? La question intéresse la rédaction de Speedline TV. Suivez le reportage. Longtemps faiseurs de roi, les jeunes sont désormais plus que jamais décidés à jouer les premiers rôles pour les législatives de 2023 au Bénin. Ils se voient majoritaires à l'hémicycle 9e législature. Leur slogan, Jeunesse à l'Assemblée. On dit souvent, c'est au bout de l'ancienne corde qu'on tisse la nouvelle. Nous avons beaucoup appris de nos aînés et je crois que pour cette fois-ci, ils doivent nous accorder cette chance d'aller aussi au front. C'est le souhait du chef de l'État dans ses réformes novatrices, puisque les élections prochaines, le 8 janvier 2023, les femmes seront majoritairement représentées à l'Assemblée nationale et que cela soit de même pour nos jeunes. Entre envie et capacité, c'est un véritable défi qui attend ces jeunes une fois leur rêve réalisé. Envie, oui, mais défi de défier l'histoire et faire mieux que ses aînés au plan politique, mais aussi social. Il faut désormais légiférer en faveur de la jeunesse.
la question de l'emploi. Si les jeunes diplômés qui ont étudié, qui sont à la maison laissés pour compte, sont laissés pour compte, ça pose un problème. La nation ne peut pas, du moins la République ne peut pas décider de mettre les jeunes qui sont les plus nombreux et qui ont fait l'effort d'étudier, qui ont leur diplôme à la maison sans les accompagner, sans les soutenir. Il faut à ce niveau prendre des mesures au niveau des lois pour les accompagner. Ça fait partie des lois que nous allons défendre à la prochaine législature au niveau de la question de l'emploi des jeunes. Il y a également au niveau des femmes les problèmes sociaux. Le social, de façon générale, aujourd'hui, est géré à la bonne volonté du pouvoir, de ceux qui dirigent. Aujourd'hui, cette jeunesse est prête à participer activement à l'animation de la vie politique béninoise. Elle est décidée d'aller au front. Les conditions pour donner vie à cette vision existent. Elles sont créées par les actuels gouvernants. Il ne reste qu'à s'y conformer. Et c'est tout pour les informations au plan national. On démarre à présent avec la page Inter. L'opposition retire son appel au boycott du référendum. Cet appel a été une nouvelle fois lancé par une coalition des partis d'opposition à moins de 2 semaines du vote. La nouvelle copie du projet de constitution représenté par le président Kais Saïd n'a pas suffi à calmer sa colère. Les opposants dénoncent un texte taillé sur mesure et exigent le maintien de la constitution de 2014. C'est en Tunisie. L'opposition tunisienne vend debout contre le référendum du 25 juillet. À moins de 2 semaines de l'échéance, le Front du Salut National, une coalition de formations politiques, a renouvelé lundi son appel à boycotter ce scrutin. La nouvelle copie du projet de constitution présenté par le président Kais Saïd n'a pas suffi à calmer sa colère. Nous appelons les Tunisiens à boycotter massivement ce référendum et nous tenons à la Constitution de 2014 que nous considérons comme l'unique constitution légale représentative de la volonté du peuple tunisien. Si aujourd'hui on instaure un régime de confusion des pouvoirs, comme c'est le cas dans le projet de constitution, le président accapare la plénitude des pouvoirs. Donc, la garantie des libertés disparaît. Et donc, il y a une menace qui trône sur les libertés. Les opposants dénoncent un texte taillé sur mesure et redoutent le risque d'un retour à l'autocratie une décennie après le printemps arabe qui a mis fin au régime de Ben Ali. Cérémonie d'hommage à l'ancien président José Eduardo dos Santos, décédé vendredi dernier dans une clinique de Barcelone. Elle a été dirigée par le président angolais João Lourenço, marquant le début des cérémonies officielles d'adieu dans le pays. La cérémonie s'est déroulée sur la place de la République de Luanda, près du mémorial Agostinho Neto, où est enterré le premier président angolais, et le gouvernement a laissé un livre de condoléances pour la mort de Dos Santos. Le président angolais João Lourenço a dirigé lundi une cérémonie d'hommage à l'ancien président José Eduardo dos Santos, décédé vendredi dernier dans une clinique de Barcelone, marquant le début des cérémonies officielles d'adieu dans le pays. João Lourenço et les responsables du gouvernement ont ouvert un livre de condoléances pour honorer la mémoire du défunt président. Nous avons travaillé ensemble jusqu'à atteindre la paix dans le pays. Puis nous avons commencé la réconciliation nationale. L'unité nationale a été établie. Et il a commencé la reconstruction de notre pays. Ce sont des moments remarquables et inoubliables. La cérémonie s'est déroulée sur la place de la République de Luanda, près du mémorial Agostinho Neto, le premier président angolais. En l'absence de corps à pleurer, la mémoire de José Eduardo dos Santos était présente à travers une photographie grandeur nature ornée de fleurs. J'ai un sentiment de gratitude et de compromis. Nous devons honorer sa mémoire en servant pour le bien de son peuple. Alors que les négociations sur le transfert du corps se poursuivent en Espagne,
Samedi, un tribunal de permanence de Barcelone a autorisé l'autopsie de l'ancien président à la demande de Txisé dos Santos, sa fille. Dans la nuit du samedi au dimanche 10 juillet, les Sud-Africains ont de nouveau été sous le choc d'une nouvelle tuerie. Le drame s'est produit tard dans la nuit dans des bras de quartiers populaires, notamment dans une taverne de Soweto. Le lundi, le dernier bilan de la fusillade faisait état de 21 morts, dont 15 dans le bar de Soweto pris pour cible. La criminalité s'est aggravée en Afrique du Sud, soit une hausse de 8,9% en ce qui concerne les meurtres par rapport à l'année précédente. Le pays figure parmi les plus violents du monde. Lundi, le dernier bilan de la fusillade faisait état de 21 morts, dont 15 dans le bar de Soweto pris pour cible. Encore en état de choc, les habitants du township reviennent sur une nuit rythmée par le bruit des armes semi-automatiques. Ils décrivent au lendemain de l'attaque un sentiment de panique et d'incompréhension. Samedi soir, alors que je m'installais confortablement dans mon lit, j'ai entendu des coups de feu. C'était comme si cela se passait juste dans mon jardin. Il y avait un pistolet qui ressemblait à des bruits de mitrailleuses, comme un AK-47. J'avais une sensation d'enfoncement dans l'estomac. C'est alors que je me suis agenouillée à côté du lit et que j'ai commencé à prier. Dans la nuit de samedi à dimanche, Sipa Mandla Dlamini a perdu 3 membres de sa famille dans la taverne. Il peine à donner un sens à leur mort. C'est une situation très douloureuse et lourde à laquelle nous sommes confrontés. Nous avons vécu tant de moments heureux en famille que les perdre de cette manière nous fait beaucoup de peine. Mais que dire quand quelque chose comme ça arrive? Nous vivions paisiblement ensemble et maintenant ils sont partis sans explication raisonnable. Ce n'est pas comme s'ils s'étaient battus avec quelqu'un avant de mourir. La police a lancé une chasse à l'homme à la recherche de 5 suspects dans la fusillade de Soweto, tandis que les enquêtes se poursuivent dans le cadre des différents meurtres qui ont eu lieu dans les provinces au cours du week-end. Toujours en Afrique du Sud, après le drame qui s'est produit dans le pays, le ministre sud-africain de la police était lundi sur les lieux de la fusillade de dimanche qui a coûté la vie à 16 personnes. La question a été évoquée au lendemain de cette fusillade. Plus de 130 cartouches d'armes de gros calibre ont été découvertes à la taverne sur le théâtre de l'attaque. Le ministre promet de rectifier le tir à travers une mobilisation de ces éléments souvent aux abonnés absents. Après l'horreur, la recherche des explications. Le ministre sud-africain de la police était lundi sur les lieux de la fusillade de dimanche qui a coûté la vie à 16 personnes. Kisele a déclaré que plus de 130 cartouches d'armes de gros calibre ont été découvertes sur le théâtre de l'attaque. Nous allons essayer d'augmenter la visibilité de la police dans les rues de cet endroit. Nous reprendrons leur contrôle. Nous voulons les occuper. Les rues ici doivent nous revenir en tant que police. Une insécurité provoquée notamment par la circulation d'armes à feu illégales dans le pays. Le ministre promet de rectifier le tir à travers une mobilisation de ces éléments, souvent aux abonnés absents. Même hier, j'ai entendu cela et j'entends encore que les gens jouent avec des armes. Il y a trop d'armes ici. Il y a des gens qui arrivent avec des AK-47 qui tuent tant de gens. Cela signifie simplement qu'il y a trop d'armes à feu illégales. Donc nous allons devoir faire une répression, verrouiller la zone pendant environ 24 heures à un moment donné. Mais la police sud-africaine semble ne pas avoir bonne presse dans la zone. Son action est jugée inefficace par les communautés qui déplorent aussi l'absence d'électricité qui nourrit la criminalité. Hors du cadre africain à présent et plus précisément en Ukraine, le bilan d'une frappe russe contre un immeuble du Donbass dans l'est de l'Ukraine est monté lundi à 31 morts,
mais l'offensive marque le pas, Moscou ayant besoin de reconstituer ses forces après les prises très difficiles de 2 villes stratégiques. Le lundi, au moins 6 personnes ont été tuées, dont un adolescent de 17 ans et 31 autres blessés dans des tirs de lance-roquettes à Kharkiv, la 2e ville du pays. 9 personnes ont pu être sauvées des décombres. Les secouristes tentaient de retrouver des survivants dimanche à Tchassivyar, dans la province de Donetsk. Un immeuble d'habitation a été en partie détruit par des roquettes russes samedi soir. Selon le dernier bilan des autorités, dimanche après-midi, 15 personnes ont été tuées et il reste 24 disparus. Une nouvelle tragédie pour les habitants après plus de 4 mois de guerre. Je connaissais tous les gens qui vivaient ici. On m'a dit qu'un enfant a été tué. Il n'y avait qu'une seule famille avec un enfant. C'était Irina et son fils de 9 ans. Alors nous sommes venus ici pour trouver nos voisins. Peut-être que l'un d'entre eux était déjà parti avant le bombardement. Je ne sais pas. Les forces russes continuent de pilonner l'est de l'Ukraine. Selon le porte-parole du ministère de la Défense Igor Konashenkov, l'armée russe a tué près de 100 soldats ukrainiens à Sloviansk en touchant une usine où étaient stockées des armes et des munitions. Les Russes concentrent leurs forces sur la région de Donetsk pour occuper l'ensemble du bassin minier du Donbass après avoir conquis début juillet la région de Louhansk. Kiev assure de son côté avoir visé 2 points de commandement et des dépôts russes dans la région de Tchornov-Baïvka. Comme annoncé en titre à l'occasion des commémorations du massacre de Srebrenica, les restes de 50 victimes ont été enterrées lundi dans le cimetière où reposent déjà 6671 personnes. Des milliers de personnes ont assisté lundi aux commémorations du massacre de Srebrenica qui, 27 ans après, n'est toujours pas reconnu par nombre de Serbes dans une Bosnie divisée selon des lignes de fracture ethnique. Après une cérémonie de prière, les cercueils contenant les restes identifiés de 50 victimes du pire massacre en Europe depuis la Seconde Guerre mondiale ont été inhumés, rejoignant ainsi 6671 victimes qui reposent déjà dans le cimetière du Centre mémorial du génocide. Reportage. 27 ans après le génocide de Srebrenica, des restes humains continuent d'être mis en terre. Ce lundi, 50 cercueils ont été inhumés dans le cimetière où reposent déjà 6671 hommes et adolescents abattus en juillet 1995 par les forces serbes de Bosnie. Noura a enterré les restes de son mari et de son frère. Nous avons retrouvé les corps incomplets il y a 5 ans. Nous avons attendu dans l'espoir de trouver davantage de restes, mais ça n'a pas été le cas. Alors nous avons enterré ce que nous avions. Des familles vivent encore dans l'espoir de retrouver des traces de leurs proches disparus. 1200 victimes sont toujours recherchées. Dans la ville de Mostar, l'une des plus touchées durant la guerre, une gerbe de fleurs a été jetée dans la Neretva, puis un homme a plongé depuis le vieux pont reconstruit. Chaque année, c'est notre manière de commémorer, sans applaudissements, car c'est un jour triste. J'espère que personne n'oubliera ce qu'il s'est passé. Les Pays-Bas, qui avaient déployé des casques bleus en 1995 pour défendre la population de Srebrenica, ont présenté leurs plus profondes excuses aux familles des victimes au nom de la communauté internationale. Autre hommage, celui du chef de la diplomatie européenne qui a rappelé que l'invasion de l'Ukraine par la Russie avait ramené une guerre brutale sur le continent. Fin de citation. Ainsi donc se referme ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Retrouvez-nous sur tous nos canaux digitaux, Facebook et YouTube. Bonne suite de programmes à vous sur Speedline TV.